Le 15 février 2002, la reine Élisabeth II a fait ses adieux à sa sœur cadette, la princesse Margaret. La reine ne pleure jamais en public, mais ce jour-là, elle semblait essuyer une larme de son œil. Nous allons maintenant examiner la vie de deux sœurs qui ont commencé comme égales. Élisabeth et la princesse Margaret sont les meilleures amies, très proches partageant leur vie, leurs secrets. Mais elles ont été séparées par le destin. Elle savait qu'elle quittait sa famille, qu'elle abandonnait sa sœur, que rien ne serait plus jamais comme avant. Pour la première fois, nous révélons la véritable relation entre la reine et Margaret. La première affaire qui se présente devant elle est celle de sa sœur. Quel choc cela doit être pour elle. Elle pensait encore « Mais Élisabeth, j'ai tout fait pour toi et je t'ai toujours soutenue. Où es-tu maintenant ?» C'est une relation menacée par l'amour. C'est très poignant pour Élisabeth qu'une partie de son bonheur crée le malheur de Margaret. La presse, Depuis l'âge de 17 ans, on a diffusé de fausses informations sur moi et terni mon image. et le devoir. Élisabeth comprend désormais que, si elle doit choisir entre la couronne et l'amour pour sa sœur ou quiconque, la couronne devra toujours passer en premier. Cet épisode montre comment leur lien a été bouleversé par la guerre, les crises et la mort de leur père. La victime du voile était la princesse Margaret, et ceux qui l'ont aperçue à ce moment-là éprouvaient une profonde compassion pour elle. Elle avait l'air d'un véritable fantôme. Et comment la couronne créerait un fossé entre eux. L'importance de Margaret est complètement éclipsée par sa sœur. Désormais, plus personne ne se soucie de Margaret. Élisabeth et Margaret, amour et loyauté. En mai 1934, la princesse Élisabeth et la princesse Margaret ont fait leur première apparition publique ensemble et elles ont conquis le cœur d'une nation. Voici deux petites filles avec leurs manteaux roses identiques et de petits bonnets assortis garnis de roses. C'était exactement le même genre de style. Ce fut le début d'une relation qui allait fasciner le monde pour les 7 décennies suivantes. La princesse Élisabeth, l'aînée, est née à Mayfair en 1926. La princesse Élisabeth, encore bébé, faisait la une des journaux ici et en Amérique. On l'appelait Princesse Betty. Quel que soit ce qu'elle portait, comme un manteau jaune prime vert, toutes les mères le voulaient et tous les magazines voulaient publier sa photo. Cette petite fille était vraiment une star. Et sa mère a dit un jour, « Ça me fait peur que les gens l'aiment tant. » Puis, 4 ans plus tard, vint la princesse Margaret. Et c'est ainsi que débuta la plus étroite des relations. Margaret Rose est née avec 16 jours de retard au château de Glamis, en Écosse, au milieu d'une nuit orageuse. On pourrait penser qu'une enfant si choyée n'apprécierait pas l'arrivée d'une petite sœur. Pourtant, Élisabeth en était vraiment enchantée. Elle la promenait fièrement dans son landau et la considérait comme un cadeau personnel. Malgré leurs 4 années de différence, elles étaient incroyablement proches. Le duc et la duchesse d'York ont accompagné les marchands avec la princesse Élisabeth et la petite princesse Margaret Rose, qui fait presque sa première apparition publique. Dès son plus jeune âge, Élisabeth se considérait responsable de Margaret. Elle se voyait comme une mère pour elle. Et je pense que cette relation l'a fait vieillir prématurément. En entrant dans le bâtiment, la princesse Élisabeth donne une main protectrice à sa petite sœur. Les sœurs passaient tout leur temps ensemble dans les demeures familiales, au 145 Piccadilly et au Royal Lodge à Windsor. Leur père, Bertie, était second dans la ligne de succession au trône. Et dès le début, il voulait créer le genre de famille qu'il n'avait jamais eu. Bertie n'avait pas connu une enfance heureuse. Son père était très strict et les nounous très distantes. Il était pourtant profondément décidé à fonder une vie de famille.
Chose inhabituelle pour l'époque, lui et la duchesse d'York étaient des parents très impliqués. Élisabeth et Margaret jouaient dans la chambre de leurs parents chaque matin et vivaient avec eux le rituel du bain et des histoires du soir. Ils formaient l'unité familiale la plus soudée au sein de la famille royale. Ils étaient incroyablement proches. Ils s'appelaient « nous quatre », se sentant entiers, parfaits, et exactement ce qu'il leur fallait. Le duc d'York se référait à la princesse Élisabeth, connue sous le nom Lilibet comme sa fierté, et la princesse Margaret comme sa joie. Bien que les sœurs étaient incroyablement proches, elles avaient déjà des personnalités très différentes. Élisabeth était bien plus sûre d'elle, mais aussi plus timide et réservée. Quant à la princesse Margaret, il avait du mal à croire qu'il avait créé cet petit paquet de joie qui envahissait la salle à manger, grimpait partout sur lui, le serrait dans ses bras et l'embrassait. Élisabeth jouait le rôle de mère et elle était vraiment formidable avec Margaret. Elle veillait sur elle et l'encourageait. « Allez Margaret, on va faire ça ensemble !» À partir d'une photo comme celle-ci, vous pouvez voir comment les princesses sont élevées dans une atmosphère douce et sans prétention. Margaret Rose, un enfant plein de vie de 8 ans qui court et saute par-dessus les obstacles sur son chemin, quel qu'il soit. Élisabeth était plus sérieuse, plus studieuse quand il s'agissait de travail scolaire. Elle était plus consciencieuse. Pour Bertie, Élisabeth devait être droite et appliquée, et Margaret pouvait, elle, se permettre de s'amuser. Élisabeth, adolescente, était d'une grande rigueur, chaussures bien alignées, tout impeccable. Margaret se moquait souvent d'elle, la faisant rire d'elle-même. Et parfois, comme la plupart des sœurs, elles se disputaient. Des bagarres éclataient parfois. Margaret, plus petite, savait se faufiler et donner une bonne morsure ou quelque chose de ce genre. Elles étaient deux filles normales. Et elles avaient leur rivalité et leur jalousie. La princesse Élisabeth disait parfois « Margaret veut toujours ce que je veux ». N'étant pas en ligne directe pour le trône, les filles avaient des vies privilégiées, mais ordinaires, qui leur étaient tracées. On attendait de ces deux petites filles qu'elles épousent des hommes convenables, fondent des familles heureuses et, tout en soutenant les membres principaux de la famille royale, vivent des existences relativement protégées. L'ambition d'Élisabeth, à cette époque, était d'épouser un fermier, d'avoir beaucoup de chevaux, de chiens et d'être vraiment une femme au foyer aristocratique. C'est ce qu'elle voulait être. Quand George V était roi, rien n'indiquait que Bertie deviendrait roi et certainement pas qu'Élisabeth deviendrait reine. C'était presque comme si Élisabeth et Margaret étaient des membres supplémentaires de la famille royale. Libérées de toute pression, les sœurs formaient un duo inséparable et le monde adorait les voir ensemble. En 1936, la photographe mondaine Lisa Sheridan a photographié les deux filles pour son livre « Les princesses et leurs chiens ». Ces photos de la famille royale jouant ensemble laissaient presque croire qu'il s'agissait d'une famille ordinaire. Les deux princesses vivaient ces vies idylliques, heureuses. On ne leur refusait jamais rien. Mais leur vie allait changer à jamais. Et les deux sœurs inséparables étaient sur le point d'être séparées par la force. Jusqu'à l'âge de 11 et 6 ans, les princesses Élisabeth et Margaret vivaient tranquillement ensemble. Elles avaient les mêmes cours, les mêmes vêtements, les mêmes centres d'intérêt. Mais le 12 décembre 1936, leur vie a soudainement changé du tout au tout. Leur oncle David renonça au trône d'Angleterre pour pouvoir épouser la divorcée Wallis Simpson. Et cela signifiait que leur père, étant le prochain dans la ligne de succession au trône, deviendrait roi. Édouard VIII avait été préparé toute sa vie pour devenir roi, tandis que le duc d'York n'avait jamais été formé pour cela. Jusqu'à environ 3 semaines avant l'abdication effective, une telle éventualité semblait inconcevable, et la nouvelle leur est apparue comme un choc immense. L'abdication les a tous chamboulés. C'était un événement sismique qu'oncle David allait renoncer au trône.
Et comme me l'a dit la princesse Margaret, car je lui ai demandé « Comment avez-vous appris l'abdication ?» Et elle a dit « De ma sœur qui a dit « Oncle David s'en va et papa va devenir roi. » Alors je lui ai dit « Cela signifie-t-il que tu seras reine ?» Et la princesse Élisabeth a dit « Un jour. » Le monde d'Élisabeth et Margaret a changé du jour au lendemain. Le changement cataclysmique de royal mineur à royal majeur, de maison au palais de Buckingham, ne peut pas être surestimé. Mais c'est un énorme bouleversement dans l'enfance d'Élisabeth, à l'âge de 10 ans. Et c'était déjà une petite fille qui refoulait ses émotions. George VI était très stressé par ses fonctions de roi. C'était exigeant, éprouvant et pénible. Leur père, autrefois dévoué et disponible, est devenu plus irritable et moins présent, ce qui fut très difficile pour elle. Élisabeth et Margaret devaient s'en sortir et le faire par elles-mêmes. Dans les jours qui ont suivi l'abdication, Élisabeth et Margaret se sont beaucoup soutenues l'une l'autre. Le 12 mai 1937, le duc d'York fut couronné roi George VI et les deux princesses étaient au centre de l'attention. Elles avaient de petites robes conçues pour elles, en dentelle blanche ornées de nœuds dorés. Le train de la princesse Élisabeth était légèrement plus long que celui de la princesse Margaret. Elle n'était pas contente. Pourquoi le train de Lilibet est-il plus long que le mien? Les sœurs avaient toujours été traitées de la même façon, mais Élisabeth devint plus importante. Elle était héritière du trône, et cela signifiait qu'elle avait besoin d'une meilleure éducation. À l'âge de 10 ans, la princesse Élisabeth devint immédiatement héritière présomptive. On jugea qu'elle devait recevoir une instruction en histoire constitutionnelle et en histoire européenne. L'homme choisi pour cette tâche fut Sir Henry Martin, vice-prévôt du collège d'Eton. Les sœurs, qui avaient l'habitude de tout faire ensemble, étaient désormais préparées pour des avenirs très différents. Alors qu'Élisabeth se consacrait à des études supérieures, Margaret continuait le piano et le français dans une pièce séparée. Margaret recevait peu d'éducation, et cette formation s'amenuisait au fil du temps, toutes les attentions étant tournées vers Élisabeth. Je lui en parlais à une occasion, et elle m'a dit « Je ne te cache pas que c'était une source de conflit. » J'ai dit « C'était très imprévoyant, n'est-ce pas? Car votre grand-père, le roi George V, était le second fils. Vous étiez la seconde enfant, mais à un battement de cœur du trône que la princesse Élisabeth a hérité. » Oui, je sais, dit-elle, c'est très imprévoyant. Margaret se sentait un peu laissée de côté. Et plus tard, elle décida de s'instruire elle-même, ayant le sentiment d'avoir manqué beaucoup de choses. Sa sœur semblait recevoir toute l'attention et la meilleure formation, et elle était une arrière-pensée. Elle est née à la mauvaise époque, car si elle était née une génération plus tard, elle aurait sans doute pu insister pour aller à l'université et développer ses compétences. Margaret ressentait son manque d'éducation et elle en voulait beaucoup à sa mère. Elle ne lui a jamais vraiment pardonné, pour être honnête. Bien qu'Élisabeth fût au centre de l'attention, leur lien restait fort. Il n'y avait aucun ressentiment entre elles, vraiment aucun. C'était Élisabeth qui, en permanence, enveloppait Margaret de son affection et veillait à ce qu'elle se sente toujours incluse. Élisabeth a veillé à ce que Margaret ne remarque pas vraiment qu'elle passait peut-être plus de temps avec son père. Certains affirment qu'elle était très jalouse de sa sœur. Pour ma part, durant toutes les années où je l'ai côtoyée, je n'ai jamais ressenti cela, même si certaines frictions ont pu exister, car Lilibet avait des choses qu'elle n'avait pas. Donc il y avait des choses qu'elle aurait regretté de ne pas avoir, mais je ne pense pas que c'était de la jalousie.
Puis en 1939, les choses ont encore changé. La guerre a éclaté et les deux sœurs se sont soudainement retrouvées ensemble à nouveau, alors qu'elles étaient envoyées au château de Windsor, tandis que leurs parents restaient à Londres. Quand les nazis ont envahi la Belgique et la Hollande, car ils se rapprochaient dangereusement, nous avons fait nos valises pour le week-end et sommes restés pendant 5 ans. Ils ont creusé des tranchées et installé des barbelés plutôt fragiles. Et ce fil barbelé fragile n'aurait évidemment empêché personne d'entrer, mais ils nous gardaient à l'intérieur. Margaret et Elizabeth ont passé 5 ans emprisonnées au château de Windsor. Lors d'une alerte aérienne, elles quittaient leur chambre pour descendre dans les sous-sols, ce qui leur procurait une grande excitation. Le château était un tel point de repère qu'il était vulnérable aux attaques. La guerre a appris à Elizabeth et Margaret à compter l'une sur l'autre et à ne pas partager leurs sentiments et problèmes avec des personnes extérieures. Pendant toute la guerre, l'image des sœurs unies face à la pression de la guerre est essentielle. Elles évoluent des princesses de contes de fées des années 30 aux princesses évacuées du début des années 40. Elles sont considérées comme des compagnons très proches, continuant à essayer de vivre des vies ordinaires, malgré les difficultés de la guerre. Pendant la guerre, les sœurs organisaient des pantomimes au château de Windsor pour divertir leurs familles et leurs amis. Et Margaret était mise en valeur. Ces pantomimes sont vraiment très significatives, car on y voit Margaret dans le rôle principal. On voit bien qu'Elizabeth prend généralement le rôle secondaire, et cela reflète vraiment qui était la meilleure actrice, Margaret. Dans la hiérarchie royale, on s'attend à ce que la future reine joue un rôle majeur. Mais non, cela a vraiment montré comment Elizabeth a vu que Margaret était celle qui pouvait briller. Margaret a toujours été la star car elle avait une grande personnalité et Elizabeth était un peu plus rigide. Les deux filles adoraient jouer la comédie car, au fond, le reste de leur vie allait être une longue pièce de théâtre. Elizabeth avait un esprit très méthodique. Elle corrigeait les autres enfants lors des pièces, assumant en fait le rôle de metteur en scène, un rôle qu'elle a continué à occuper tout au long de sa vie. Margaret était indifférente, alors elle pouvait surpasser tous les autres sur scène. En public, cependant, Elizabeth n'avait pas d'autre choix que de tenir le rôle principal. En 1940, on lui demanda de faire sa première émission radiophonique publique. Et la timide Elizabeth choisit d'avoir sa sœur extravertie à ses côtés pour l'aider. Nous savons, chacun d'entre nous, qu'à la fin, tout ira bien. Ainsi, Dieu prendra soin de nous et nous donnera la victoire et la paix. Ma sœur est à mes côtés. Et nous allons toutes les deux vous dire bonne nuit. Allez, Margaret. Bonne nuit, les enfants. Bonne nuit et bonne chance à vous tous. Élisabeth, dans ce message, décrit comment elle et sa sœur Margaret, qui se tenaient à ses côtés à l'époque, savent ce que c'est que d'être séparés de leurs parents. Élisabeth avait besoin de Margaret à ses côtés, comme soutien. Margaret en faisait partie, et cela comptait énormément pour elle. La princesse Élisabeth n'aurait pas exclu sa sœur. Donc même si la petite princesse Margaret a simplement dit « Bonne nuit, les enfants » à la fin de l'émission, elle était incluse. C'était l'indice du lien qui les unissait. La guerre avait de nouveau rapproché les deux sœurs. Mais en 1944, Elizabeth a eu 18 ans. Leur enfance touchait à sa fin. En 1944, à 18 ans, Élisabeth prend de plus en plus de responsabilités publiques. Elle fait des visites officielles aux côtés de ses parents. Margaret ne l'accompagne pas. Margaret, à 15 ans, est restée à la nurserie, alors qu'Elizabeth a emménagé dans sa suite personnelle et a assumé plus de responsabilités. L'image publique de la princesse Élisabeth change presque du jour au lendemain. Soudainement, à ses 18 ans, le parcours de l'une des deux sœurs change radicalement.
Elle assume de nouveaux rôles et on observe un éloignement croissant dans les types de fonctions que ces deux princesses exercent. Les deux princesses vont emprunter des chemins différents qui se dessinent dès la guerre. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, on voit Élisabeth assumer de plus en plus de responsabilités pour se préparer à devenir reine. Mais ce n'était pas seulement l'âge et un sens croissant du devoir qui éloignaient Élisabeth de Margaret. Élisabeth était amoureuse. Et lorsqu'elle est tombée amoureuse du prince exilé Philippe Mountbatten, elle a tout raconté à sa sœur. Elle l'aurait vu se dérouler et Élisabeth, sans aucun doute, en a parlé à Margaret. Elles étaient si proches, il n'y a aucun moyen qu'elles n'en aient pas parlé. Elles ont toujours été de grandes confidentes. Margaret savait tout sur sa sœur et sa sœur savait tout sur Margaret. Le prince Philippe était très similaire à Margaret. Doté d'un grand sens de l'humour, il avait tendance à ne pas respecter les règles. Et c'était vraiment très séduisant. Philippe était vraiment quelqu'un qui, comme Margaret, aimait beaucoup briser les conventions. Au début de la relation entre Élisabeth et Philippe, elle était bien sûr toujours accompagnée par Margaret. Elle les conduisait dans la nurserie lorsque Philippe venait leur rendre visite et les accompagnait à l'extérieur, car on ne pouvait pas sortir sans escorte. Alors Margaret est devenue la cinquième roue de la carrosse, mais elle n'était pas malheureuse car elle n'avait pas l'impression d'être coincée là. C'est devenu en fait une très bonne amitié, et Philippe appréciait la compagnie de Margaret. C'était vraiment un trio amusant pour sortir en ville. Il est intéressant qu'Élisabeth, si consciencieuse, si responsable, soit tombée amoureuse de quelqu'un qui ressemblait plutôt à Margaret. Ils formaient tous les trois une bonne petite équipe, et Margaret est toujours là. Mais Philippe ne semblait pas du tout s'en soucier. C'était un jeune homme très sophistiqué. Pourtant, il jouait presque à des jeux de ballon avec ses deux princesses. Mais à mesure qu'Élisabeth passait de plus en plus de temps avec Philippe, elle a commencé à s'éloigner de sa sœur. Au début, quand Philippe courtisait Élisabeth, Margaret était toujours présente. Mais à mesure que cela devenait de plus en plus sérieux, Margaret a pris conscience qu'elle serait mise à l'écart. Et ce n'était pas seulement de Margaret qu'elle s'éloignait. De façon amusante. La seule fois où la reine a vraiment agi de manière totalement indépendante. Ce que ses parents n'auraient peut-être pas souhaité au départ, c'est lorsqu'elle a choisi le prince Philippe. C'était un très très bon choix, mais ils étaient nerveux à son sujet et ils pensaient qu'il serait un modernisateur. Il l'était. Personne ne s'attendait à ce qu'Élisabeth ait un esprit indépendant. Ils pensaient qu'elle continuerait à être leur princesse pour toujours. L'idée que si jeune, elle ait dit « Non, je veux l'épouser », c'était vraiment un choc. En 1946, Philippe et Élisabeth se sont fiancés. Mais le roi a demandé à sa fille de garder le secret jusqu'après leur premier voyage à l'étranger en famille, en Afrique du Sud, en 1947. Ce serait la dernière fois qu'Élisabeth et Margaret seraient ensemble en tant que deux sœurs célibataires. Car une tragédie allait bientôt déchirer leur famille. Entre deux lignes de navires de guerre menés par le Duke of York et le Nelson, le Vanguard a poursuivi sa route, tandis que chaque navire saluait le roi et sa famille à leur passage. C'était le premier point fort du voyage, et la Grande-Bretagne était maintenant loin derrière. En 1947, Élisabeth, âgée de 20 ans, et Margaret, âgée de 17 ans, ont voyagé en Afrique du Sud avec leurs parents pour une tournée royale. C'était leur première fois à l'étranger. Les images merveilleuses d'elles en train de jouer sont un témoin visuel de l'amusement que ces deux princesses ont partagé ensemble. Une indication, une fois de plus, du lien qui les unit. Elles ont toujours été des sœurs aimantes et joyeuses. Avec Philippe, à 8000 km de loin, Margaret retrouvait sa sœur pour elle seule. Elles sont allées faire du cheval, ont assisté à des cérémonies et sont allées à des fêtes. Les sœurs étaient si proches.
Elles sont allées à un bal ensemble, et comme c'était une fête officielle, elles ont dû faire leurs devoirs et danser avec tout le monde. Et après la soirée, on les a vues simplement bavarder ensemble, rire de la soirée et juste être deux sœurs ensemble. Elles s'asseyaient là et riaient, et parlaient comme le font des sœurs, des gens drôles qu'elles avaient rencontrés. Margaret imitait la personne avec qui elle avait dansé. Ils avaient juste cette intimité entre elles deux. Derrière des portes closes, elle et la princesse Margaret sont toujours les meilleures amies, très proches, partageant leur vie, leurs secrets. Ce sont des princesses normales, jeunes et pleines de vie. Mais même réunis, il leur était impossible d'échapper à la réalité. Leur vie prenait des directions très différentes. Le 21 avril 1947, Elizabeth est devenue majeure, à 21 ans, en tant qu'héritière présomptive, alors que la famille se trouvait au Cap. Pour marquer l'occasion, elle a prononcé un discours qui annonçait le début d'une vie entière de responsabilités et de devoirs. Une vie où la couronne doit passer avant tout. Son discours, diffusé à l'Empire et au Commonwealth, comprenait ces mots solennels. Je déclare devant vous tous que ma vie entière, qu'elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service et au service de notre grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous. Elle a fait un acte de dévouement très clair. En repensant à l'abdication, ce fut un événement terrible. Elle voulait accomplir son devoir et a pris un engagement très ferme qu'elle a toujours respecté depuis. Contrairement à son discours de guerre 7 ans plus tôt, Elizabeth a prononcé son discours seule. La princesse Margaret, qui se tenait aux côtés de sa sœur aînée lors de son allocution de guerre en 1940, reste désormais beaucoup plus en retrait. Ce sont deux filles qui mènent maintenant des vies très différentes. Elizabeth a atteint l'âge adulte. Margaret n'est qu'une adolescente. Elle n'a pas atteint le même niveau et elle ne s'engage pas de la même manière. Mais la princesse Margaret aurait écouté ce discours d'anniversaire de 21 ans. La princesse Elizabeth s'est consacrée au service de la nation et du Commonwealth. Pour la princesse Margaret, cela aurait été un discours brillant, un discours merveilleux, qu'elle aurait admiré et elle aurait admiré sa sœur pour cela. C'était le début des immenses responsabilités qu'Elizabeth allait devoir assumer, tandis que Margaret n'aurait pas à rester assise, à prononcer des discours et à accomplir toutes ces tâches qu'elle aurait trouvées très ennuyeuses. Mais sa sœur allait devoir le faire, et cela a probablement fait sentir Margaret extrêmement soulagée qu'elle était la cadette et qu'elle pouvait s'amuser, mais sans la responsabilité. L'attitude insouciante de Margaret se reflète dans une lettre qu'elle a envoyée à leur gouvernante, Marion Crawford, connue sous le nom de Crawfie. Crawfie leur a écrit pour les informer qu'une violente tempête avait frappé la Grande-Bretagne pendant leur absence. Margaret a répondu pour lui raconter à quel point ils s'amusaient, mais Elizabeth a répliqué que cela la tracassait d'être si loin et qu'elle voulait rentrer pour aider. Elizabeth voulait aussi rentrer chez elle pour une autre raison. Elle n'avait pas vu le prince Philippe depuis 4 mois. Lorsque leur navire est arrivé en Grande-Bretagne en juillet, sa dame de compagnie a décrit comment l'habituellement réservée Elizabeth dansait de joie sur le pont. Elle était tellement heureuse d'être de retour chez elle. Le 10 juillet 1947, les fiançailles secrètes d'Elizabeth et Philippe ont enfin été révélées. Le cœur du monde est ému par la perspective d'un mariage royal avec une véritable aura de romance. L'héritière du trône et son futur mari ont rencontré le peuple britannique. Le roi paraissant particulièrement heureux, la reine et la princesse Margaret ont rejoint le jeune couple. Toute leur vie, l'attention du public s'est concentrée sur Elizabeth et Margaret. Mais maintenant, tout reposait sur Elizabeth et Philippe. Et Margaret était en arrière-plan. Il y avait un mélange de jalousie. Margaret a toujours aimé être au centre de l'attention.
Le fait que celle de sa sœur se porte désormais sur ce jeune prince grec lui semblait un peu déconcertant. Cela a été difficile pour Élisabeth. Emportée par sa romance avec Philippe, elle laissait derrière elle sa famille et sa sœur. Rien ne serait plus jamais pareil. L'unité entre Élisabeth et Margaret était brisée, et désormais c'était Élisabeth et Philippe, tandis que Margaret se retrouvait seule. Élisabeth sait que sa vie est tracée maintenant. Elle se mariera et un jour elle sera reine. Mais avec Margaret, c'est plus difficile à voir. Que fera la suivante dans l'ordre de succession? Quel sera son avenir? C'est très poignant pour Élisabeth qu'une partie de son bonheur crée le malheur de Margaret. La veille du mariage, la famille a dîné ensemble en privé, avant qu'Élisabeth ne quitte Margaret pour commencer sa nouvelle vie. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées pendant la nuit. D'autres avaient arrivé à l'aube, toutes attendant avec impatience de voir et d'acclamer les cortèges royaux en ce jour de mariage de leur propre princesse. Et au palais de Kensington, son Altesse royale le duc d'Édimbourg, accompagné du marquis de Milford-Haven, son témoin, vérifiait l'heure avant son départ. Quelques instants trop tôt, et puis, heureux présage, un ramoneur se tient là juste avant que le marié n'entre dans sa classe. Le mariage royal a eu lieu le 20 novembre 1947 à l'abbaye de Westminster. Margaret était la demoiselle d'honneur principale. Elle veillait attentivement à ce que la traîne de sa sœur ne s'accroche à rien et la redressait constamment. La princesse Margaret mène les 8 demoiselles d'honneur qui sont venues rejoindre les mariés. Le roi a écrit une lettre à Élisabeth après le mariage, disant « Je vois que tu es sublimement heureuse avec Philippe, ce qui est bien. Mais ne nous oublie pas. » Il a ajouté qu'il avait perdu quelque chose de très précieux. Il a supplié que notre famille, nous 4, la famille royale, devait rester ensemble. Pas inhabituel pour les pères de ressentir cela, mais lui, plus que quiconque, l'a ressenti très profondément. La lettre est intéressante. Il a dû ressentir un pincement de tristesse à l'idée que les choses ne seraient plus jamais tout à fait les mêmes. Mais c'est la princesse Margaret qui a ressenti la perte le plus douloureusement. Le jour de son mariage, Margaret est en fait allée dans la chambre de sa sœur aînée, a ouvert la porte, a regardé à l'intérieur et tout était vide. Et elle se sentait triste, elle était heureuse pour sa sœur, mais elle n'avait pas vraiment beaucoup d'autres amis. Elle ne savait l'une l'autre. Soudain, son amie avait disparu. Et je pense qu'elle se sentait seule et redoutait plutôt l'avenir. Il n'y a aucun doute que la princesse Margaret a ressenti très profondément la perte de sa sœur. Bien sûr, elle faisait toujours partie de la famille, mais pour 2 sœurs qui avaient été si proches pendant 21 ans, le lien subsistait malgré tout, même si une division était désormais évidente. Élisabeth et Philippe s'étaient installés à Clarence House et Élisabeth donna naissance à leur premier enfant, Charles, en 1948. La princesse Margaret a été très excitée d'apprendre qu'il serait appelé prince Charles. Elle a dit « Je suppose que je serai maintenant connue comme la tante de Charlie », en référence à ce grand personnage de théâtre. Margaret a confié à ses amis que le titre dont elle était le plus fière était celui de tante de Charlie. Mais cela ne pouvait pas compenser la perte de sa sœur. Élisabeth, Philippe et le bébé Charles avaient leur propre vie. Ils avaient également des vies officielles. Et Margaret, jusqu'à ses 18 ans, était encore la fille de la maison, la fille qui vivait à la maison. Sans Élisabeth, Margaret était désespérément en quête de compagnie et sortait tous les soirs. Les chemins se sont séparés. Margaret choisissait la voie de la fête, de l'irresponsabilité, et cela compensait un peu le manque de sa sœur. La reine-mère a reconnu qu'avec Élisabeth partie, Margaret était seule, et elle voulait vraiment que Margaret sorte et s'amuse comme sa sœur aînée n'avait jamais pu le faire à cause des années de guerre.
La princesse Margaret adorait s'amuser. Sa grand-mère, la reine Mary, disait que « elle est si coquine, elle nous fait rire ». C'était un personnage extrêmement divertissant. Elle savait donner de l'entrain à une fête. Et la presse a adoré photographier Margaret en ville. C'était le clown archétypal, les larmes derrière le sourire. Elle était drôle, belle, pleine de charme. Lors d'une soirée, tout le monde voulait lui parler. Mais derrière cette façade se cachait beaucoup de douleurs et de blessures. En 1948, elle m'a dit « C'était mon année de début officiel ». Les médias imprimés ne voulaient des photos que de 2 femmes à cette époque. L'une était la très belle actrice Elizabeth Taylor, l'autre était la très belle princesse Margaret. Elle devenait iconique. Chacune de ses actions faisait la une des journaux. Quand elle avait 19 ans et qu'elle était en Italie, la presse italienne a soudoyé la femme de chambre pour pouvoir entrer dans sa chambre et décrire son rouge à lèvres, le parfum qu'elle utilisait. Elle n'a pas simplement fait début, elle a décollé. L'obsession de la presse pour Margaret, célibataire et glamour, a permis à Élisabeth de s'éclipser, de profiter de la vie conjugale paisible dont elle avait toujours rêvé, en rejoignant Philippe lors de son nouveau poste naval à Malte. Quand Élisabeth va à Malte avec Philippe, c'est sa chance de vivre une vie normale, comme une épouse de marin ordinaire. Et elle adore ça. C'est vraiment une période qu'elle considère comme l'une des plus heureuses de sa vie, où elle pouvait simplement être une femme de marin. Elle vit dans un monde idyllique. Là-bas, elle pouvait conduire sa propre voiture et simplement faire du shopping comme n'importe quelle autre épouse de marin, aller voir des matchs de polo, danser à l'hôtel Phoenicia. C'était très détendu. Margaret fait tous les gros titres d'une manière qui permet à sa sœur de vivre cette vie plus calme, plus privée et plus isolée à Malte. Mais le bonheur d'Élisabeth allait bientôt prendre fin brutalement. La santé du roi George déclinait. Ces 2 filles l'ont de plus en plus remplacée lors de devoirs royaux. Et en 1952, Élisabeth et Philippe sont revenus en hâte de Malte pour remplacer le roi et la reine lors d'une tournée du Commonwealth. Le roi et la reine, ainsi que la princesse Margaret et d'autres, ont accompagné la princesse Élisabeth et le prince Philippe jusqu'à l'avion. Ces images sont les dernières images que nous, le grand public, voyons du roi. Il n'avait pas l'air en forme, mais il ne s'attendait sans doute pas à une mort si rapide. Sinon, il n'aurait probablement pas envoyé la princesse Élisabeth pour une si longue tournée. Mais ils ont dû penser qu'ils ne se reverraient plus jamais. Donc ces images sont très poignantes. Une réception très chaleureuse avait été préparée pour la princesse Élisabeth et le duc d'Édimbourg. Une réception spéciale a été organisée pour les écoliers sur les pelouses de l'hôtel du gouvernement. La princesse et le duc, conduisant lentement pour que tous les 12 000 enfants puissent les voir, ont reçu un accueil formidable. Le 5 février 1952, Margaret était chez elle avec ses parents à Sandringham. Ils étaient sortis, ils étaient rentrés, ils avaient dîné. Tout allait parfaitement bien. Plaisantant, riant, passant une soirée agréable. Et puis le roi se retira pour aller dormir. Et dans les premières heures du jour suivant, le 6 février, il est mort dans son sommeil. Personne ne sait à quelle heure. Cela a complètement et totalement dévasté la princesse Margaret. Elle n'avait que sa mère pour lui tenir compagnie après la mort de George VI. Séparée de sa sœur aînée, qui avait toujours apporté un sentiment de réconfort et de leadership en temps de crise. La grande différence entre les 2 sœurs est que, avec la mort de son père, Élisabeth est maintenant reine. Et avec ce rôle vient les affaires de la royauté, devoirs, services et engagements publics. Elle a de nouveaux rôles à remplir en l'absence de son père.
Margaret, de son côté, n'a pas toutes ses obligations à remplir. Margaret se sentait complètement seule. George VI avait toujours gâté sa princesse Margaret. Il avait eu cette relation très étroite avec Margaret. Il est parti et elle est bouleversée. Elle l'aimait profondément et écrira plus tard combien il lui manquait, à quel point il avait été un homme de bien. Et maintenant, sa seule compagnie est sa mère endeuillée. À mon avis, le grand amour de la vie de la princesse Margaret était son père. Elle l'adorait absolument. Gardez à l'esprit qu'elle n'avait que 21 ans et sa mort l'a complètement anéantie. Elle était dévastée. Mais Margaret, durant toute cette période, était en réalité très seule. Elle était vraiment isolée. Et la princesse Élisabeth, qui était bien sûr devenue reine instantanément, en était très consciente. Elle a écrit à une amie en disant « J'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai un travail à faire. Mais ma mère et ma sœur vont se sentir terriblement seules. » C'est vraiment très difficile pour Margaret et pour la reine-mère. Tout à coup, elles ne sont plus importantes. Elles ont toujours été la famille royale. Maintenant, elles ne le sont plus. Elles sont que des figurants et c'est la reine et Philippe qui sont importants. L'importance de Margaret a été complètement éclipsée par sa sœur et c'est difficile pour Élisabeth de voir sa sœur soudainement mise à l'écart. Personne ne se soucie plus de Margaret. Toute l'attention est portée sur la reine, Philippe, Charles et Anne. La mort du roi fut la plus grande tragédie dans la vie de la princesse Margaret. Elle a perdu son pilier, un père qui l'adorait. Elle a pleuré amèrement et ne pouvait pas dormir jusqu'à ce qu'on lui prescrive des sédatifs. Elle a décrit avoir l'impression d'être dans un trou noir, avec une vision en tunnel. Nous déjeunions à une occasion. Et elle m'a bien dit « Oh, Christopher, comme j'aurais aimé que tu rencontres mon père. » Même à l'âge adulte, elle demandait encore « Pourquoi a-t-il dû mourir si jeune ?» Et elle pouvait devenir très, très émotive à ce sujet. Margaret s'est en fait effondrée. Elle était complètement en état de choc. Elle ne croyait vraiment pas qu'il allait mourir. Et sa sœur n'était pas là. Sa sœur était mariée et sa mère était également sous le choc et en deuil. Donc elle ne pouvait pas se tourner vers sa mère non plus. Et pour Margaret, la mort de son père a eu un autre impact immédiat sur sa vie quotidienne. La victime du voile était la princesse Margaret, et ceux qui l'ont aperçue à ce moment-là éprouvaient une profonde compassion pour elle. Elle avait l'air d'un véritable fantôme. Soudain, elle avait tout perdu. Elle reviendrait à Windsor, Balmoral et Sandringham, mais seulement comme invitée dans ce qui avait été ses maisons. Et dès 1953, elle quitterait Buckingham pour vivre à Clarence House avec la reine-mère jusqu'en 1960, un arrangement loin d'être idéal pour elle. Le 2 juin 1953, la nation était captivée alors qu'Elizabeth Windsor, âgée de 27 ans, était couronnée. C'est le moment le plus important de sa vie. Non seulement tous les regards du monde sont braqués sur elle au centre de l'abbaye de Westminster, mais sa famille la fixe également du regard. Et au premier rang se trouve sa sœur cadette, princesse Margaret. La princesse Margaret aurait été consciente que c'était un moment extrêmement important dans la vie de sa sœur, où elle est presque devenue un autre être. Le moment de l'onction, le moment de la consécration, l'a élevée à un autre niveau, l'a placée au-dessus de tous. Au moment du couronnement, Élisabeth devient divine. Elle développe en fait un autre corps. Et ce corps divin n'est pas la sœur de Margaret. C'est la reine. C'est la chef d'État. Lady Glencona, l'une des demoiselles d'honneur lors du couronnement, a dit à Margaret après qu'elle semblait un peu triste. Et elle a répondu
Bien sûr que je suis triste, je perds ma sœur. Margaret se tenait aux côtés de sa mère. Elle a dû se dire, voilà à quoi ressemble le nouvel ordre. Plus de 20 millions de personnes à travers le monde ont regardé le couronnement, alors qu'Élisabeth devenait la femme la plus célèbre de la planète. Élisabeth, couronnée à la tête d'une grande famille de nations. Longue vie à son règne. Mais en l'espace de 24 heures, ce n'était plus la reine qui faisait la une des journaux, c'était Margaret. Et cette fois-ci, il n'y a pas eu de célébration. L'histoire qui l'a menée là allait créer un fossé entre les deux sœurs et jeter une ombre sur la première année d'Élisabeth sur le trône. À l'approche du couronnement de 1953, des rumeurs circulent déjà à Fleet Street parmi les rédacteurs et journalistes. La princesse Margaret aurait une liaison avec un homme divorcé et il cherche une occasion de révéler l'histoire. L'homme était le colonel Peter Townsend. Et lors du couronnement, la presse a eu l'opportunité qu'elle attendait. Dans un acte de spontanéité totale, elle s'est approchée de lui et a passé sa main gantée de blanc sur son revers. Un geste d'une telle intimité remarqué par les journalistes. Ce geste a fait les gros titres dans la presse étrangère, éclipsant presque le couronnement lui-même. Et ce fut le début de tout. Mais si cela a pu être le début en public, en privé, la romance durait depuis près d'1 an. Élisabeth était au courant, et jusqu'à présent, elle ne l'avait pas empêché. Peter Townsend avait travaillé pour leur père et était un membre de confiance de la famille royale. C'était un héros renommé de la bataille d'Angleterre, très apprécié de tous et d'une grande gentillesse. J'ai eu la chance de le connaître un peu vers la fin de sa vie. Un homme doux et très courtois. Mais Élisabeth était confrontée à un problème majeur. Townsend était divorcé. Le fait même qu'elle soit montée sur le trône était dû à l'abdication forcée de son oncle Édouard VIII pour épouser une femme divorcée. Cela a mis la reine dans une situation très délicate. Elle est maintenant chef de famille. Elle est la gouvernante temporelle de l'Église d'Angleterre, une église qui n'approuve pas le divorce. Alors, Élisabeth avait demandé à Margaret d'attendre jusqu'après le couronnement avant de rendre la relation publique. Elle espérait silencieusement que cette histoire d'amour se serait refroidie d'ici là. D'une certaine façon, c'est presque comme si la reine disait à sa sœur : « Tu es vraiment sûr de vouloir l'épouser ? En prenant un peu de recul cette année, si tu veux, ça pourrait bien s'essouffler. » Élisabeth connaissait sa sœur mieux que quiconque et comprenait que c'est ce que son père aurait voulu qu'elle fasse, toujours veiller sur la petite Margaret. Elle s'est toujours sentie très responsable de Margaret et voulait la protéger, en quelque sorte. La reine-mère comme la reine pensaient qu'il ne s'agissait que d'une fascination passagère de Margaret pour un homme beaucoup plus âgé. Cela finirait par passer. Ainsi, rien n'a été arrêté ni discuté jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Maintenant, le secret était révélé. Élisabeth ne pouvait plus résoudre cette situation délicate en privé. Une fois le secret dévoilé, les journaux, les politiciens et même l'Église se sont tous mêlés au débat, se demandant si la sœur de la reine devait épouser un divorcé. C'est à partir de cette faille dans l'armure de la famille royale que l'histoire prend son envol. Pendant des mois, le couronnement a dominé la couverture médiatique de la famille royale. Et Élisabeth a été la figure centrale de ce récit. Dans les jours et les semaines qui suivent immédiatement le couronnement, toute cette attention se porte sur Margaret. Elle devient le centre d'intérêt. Mais Élisabeth avait encore une autre complication à considérer. L'Église d'Angleterre interdit le mariage avec des divorcés. Et il y a même une loi qui exclut les membres de la famille royale de la ligne de succession s'ils enfreignent cette interdiction. Il est clair qu'Élisabeth et Margaret ne sont plus seulement deux sœurs.
Elles sont maintenant reines et sujets, et le plus grand défi que leur relation ait jamais connu est sur le point d'atteindre son paroxysme. Depuis leur enfance, Élisabeth et Margaret avaient été un duo parfait. Mais maintenant qu'Élisabeth était reine, tout était différent. Elle ne pouvait plus conseiller et soutenir Margaret simplement en tant que grande sœur. Leur relation était désormais soumise à la loi. Beaucoup d'entre nous sommes bloqués dans ce qu'on veut dans la vie, mais il est rare d'avoir le sentiment que c'est son propre frère ou sa sœur qui nous en empêche. La loi sur les mariages royaux stipule que toute personne dans la lignée de succession doit obtenir l'autorisation du monarque pour se marier avant l'âge de 25 ans. Margaret avait 23 ans. Pour épouser le commandant de groupe Townshend, elle aurait besoin de l'accord de sa sœur, ce qui signifierait qu'Élisabeth irait à l'encontre des enseignements de l'Église dont elle était la chef. Tout ce qui concerne la reine, c'est sa personnalité et caractère si simple et direct. Elle ne comprenait pas pourquoi sa sœur avait dû tomber amoureuse d'un homme marié. Elle était juste déconcertée. Élisabeth a peut-être été déconcertée par le choix de Margaret, mais elle voulait désespérément que sa sœur soit heureuse. Mais en tant que reine, elle ne devait plus se contenter d'écouter l'Église. Elle devait aussi tenir compte du gouvernement. L'un des points forts de la reine est sa capacité à suivre les conseils. Si elle sollicite l'avis officiel du Premier ministre ou du ministre des Affaires étrangères, elle l'accepte une fois qu'il lui est donné. La seule fois où la reine a vraiment évoqué sa fonction, c'était pour dire qu'elle y avait été jetée malgré elle. Elle n'avait pas de manuel, si ce n'est de suivre l'exemple de son père. Elle a conservé tous les anciens courtisans, pour la plupart beaucoup plus âgés qu'elle, ainsi qu'un Premier ministre bien plus âgé. Elle avançait avec une extrême prudence. Le Premier ministre était Winston Churchill, âgé de 79 ans. Il se souvenait de la dernière crise matrimoniale royale entre Édouard VIII et Madame Simpson. Tout comme Tommy Lascelles, le secrétaire privé de la reine. C'était un vestige de la cour de son père, et il n'approuvait clairement pas Townshend. Il y avait du snobisme à la cour concernant Townshend et ses origines. Bien qu'il ait eu un parcours militaire exemplaire, il restait un roturier et, de surcroît, un simple serviteur de la maison royale. Qu'aurait pu faire un serviteur royal avec une princesse ? Ils ne sont pas d'accord que Townshend soit un choix approprié pour Margaret. Élisabeth était sous une énorme pression. Alors que ses conseillers désapprouvaient la relation, le public était beaucoup du côté de Margaret. Le Daily Mirror a publié un sondage. Sur 70 000 réponses, 68 000 soutenaient qu'elle devrait pouvoir épouser qui elle voulait, peu importe l'origine ou le statut marital de la personne. Le public était donc très favorable. La reine était dans une position impossible. Elle devait choisir, être une bonne reine ou une bonne sœur. On voit Élisabeth très partagée car Margaret lui dit « On peut l'imaginer, mais tu es la reine. Tu peux changer les choses. Tu es la femme la plus puissante du pays. » On répète sans cesse à Élisabeth « C'est ainsi que les choses se passent, c'est ainsi qu'elles doivent être. Vous ne pouvez pas changer cela, même pour votre sœur. Aucune exemption n'est possible. Les choses doivent rester comme elles sont. » Durant les semaines qui ont suivi le couronnement, Tommy Lascelles et Churchill ont élaboré un plan pour renvoyer Townshend à l'étranger en poste à Bruxelles et demander au couple d'attendre 2 années de plus. Pendant ce temps, la reine-mère et la princesse Margaret partent en visite officielle en Afrique de l'Est. Ce qu'ils font, c'est se débarrasser de lui 2 jours avant que la reine-mère et la princesse Margaret ne reviennent à Londres. La princesse Margaret en a beaucoup souffert. Elle a dit « On nous avait promis que nous pourrions nous dire au revoir, qu'il ne partirait pas avant mon retour. » Le plan de Lascelles fut un coup dur pour Margaret. Mais Élisabeth, jeune et nouvelle dans ce poste, sentait qu'elle n'avait guère d'autre choix que d'accepter. Margaret trouvait cela très difficile. Peter Townshend avait été quelqu'un sur qui elle comptait. Il lui manquait, elle n'était pas autorisée à le voir. Pour Élisabeth, la relation de la fraternité avait été remplacée par la couronne.
Mais pour Margaret, la relation avec la sororité restait primordiale. Elle pensait encore « Mais Elizabeth, j'ai tout fait pour toi et je t'ai toujours soutenue. Où es-tu maintenant ?» Un des problèmes de la princesse Margaret était de n'avoir personne à qui parler. Élisabeth a reculé, elle n'avait pas le choix. Elle ne voulait pas et ne pouvait pas donner une orientation personnelle. La situation était douloureuse pour Margaret. Et pour sa sœur, cela a presque rendu impossible le rôle de jeune reine. La reine n'est pas très portée sur la confrontation et a tendance à compartimenter sa vie. Elle avait 2 jeunes enfants et un mari merveilleux, et tout à coup, elle se retrouvait reine dans un monde vraiment dominé par les hommes. Malgré ses sentiments personnels, Margaret pouvait voir la pression que subissait sa sœur. Et ainsi, avec Townshend absent, elle décida d'aider Elizabeth. Margaret a vu que sa sœur aurait vraiment besoin d'elle, même si c'était juste un coup de téléphone le matin pour lui remonter le moral, et elles se parlaient tous les jours au téléphone. Durant les 18 mois suivants, Margaret s'est concentrée sur sa famille. Ils ont passé du temps ensemble à Royal Lodge Windsor avec Charles et Anne et à Balmoral. Elle était une tante très attentionnée. La reine appelait toujours sa sœur Margaret. Et Charles, Anne, plus tard Andrew et Edward, William, Harry, la connaissaient tous sous le nom de Margot. C'était le nom de famille. En quelque sorte, Margaret a assumé le rôle d'aider sa sœur et elle était formidable avec les enfants. Elle adorait absolument Anne et Charles. C'est elle qui les aidait et les encourageait dans leurs devoirs scolaires et qui rendait leur vie amusante. Donc je pense qu'elle s'est en quelque sorte trouvé un petit rôle pour elle-même. Avec Townshend à Bruxelles, Margaret avait mis sa sœur en priorité et sa vie amoureuse au second plan. En août 1945, elle a eu 25 ans. Désormais, elle n'avait plus besoin du consentement d'Elizabeth pour se marier. Mais les choses n'étaient pas si simples. Margaret savait que si elle épousait Townshend, il y aurait de graves conséquences. Si elle avait décidé qu'elle et Townshend allaient toujours se marier, la seule option aurait été un mariage civil. Et à ce moment-là, elle aurait perdu son revenu civil. Elle aurait perdu son rôle de membre actif de la famille royale. Elle aurait perdu sa place dans l'ordre de succession. Et ce qui était crucial pour Margaret, elle n'aurait plus été en mesure de soutenir sa sœur lors d'événements publics. Mais il y avait une toute petite lueur d'espoir. Il y avait un nouveau Premier ministre, Anthony Eden, lui-même divorcé. Cet été-là, il a visité Balmoral. Le problème de Margaret était l'un des principaux sujets qu'il a discuté avec la reine. Alors qu'Elizabeth et le Premier ministre se débattaient avec cette question, Margaret elle-même écrivit à Eden. Elle a dit qu'il y aurait beaucoup de spéculations au sujet de Peter Townshend, qu'il reviendrait en permission en octobre et qu'elle espérait le voir. Et elle a dit « Ce n'est qu'en le voyant que je pourrai décider si je peux l'épouser ou non. » Le 12 octobre 1955, Townshend est revenu en Grande-Bretagne. Les journalistes et photographes de la presse à scandale le suivaient partout. De nombreuses spéculations circulaient. Margaret et Townshend parlaient-ils de leur avenir ensemble ou d'une rupture? Durant les jours qui suivirent, Margaret a continué ses devoirs royaux. Le 21 octobre, elle a regardé sa sœur dévoiler une nouvelle statue de leur père. Dans son discours, Élisabeth II explique comment George VI, malgré ses réticences personnelles en devenant monarque, s'est pleinement investi dans son rôle et a accompli son devoir, plaçant celui-ci avant ses désirs personnels. On peut interpréter ce discours comme une critique implicite de Margaret, qui semblait hésiter entre accomplir son devoir et suivre sa satisfaction personnelle. 10 jours après le retour de Townshend, les sœurs se sont retrouvées à Windsor avec le reste de la famille pour une réunion d'urgence.
Il est possible qu'elle ait compris toutes les implications. Apparemment, la reine-mère a commenté « Une chose à laquelle ils n'ont pas pensé, c'est où ils pourraient vivre. » À quoi le prince Philippe a répondu très sèchement « Il est toujours possible d'acheter une maison, vous savez. » Et la reine-mère, très offensée, s'est levée et a quitté la pièce en claquant la porte derrière elle. C'était l'heure décisive. Margaret a réalisé qu'en épousant Townsend, elle placerait un divorcé au cœur de la famille et nuirait à la réputation de sa sœur. Elle devait être sûre de ses sentiments avant de prendre sa décision. 2 jours plus tard, Margaret est retournée à Londres pour une réunion cruciale avec Peter Townsend. Elle a des doutes que le sentiment n'est plus aussi fort qu'avant. Et c'était sans doute des deux côtés. On peut imaginer la scène où ils se disent tous les deux « Je t'aime beaucoup, mais ce n'est plus assez solide. » Une semaine plus tard, Townsend a quitté Londres. Et Margaret a publié un communiqué mettant fin à des mois de spéculation. Elle a réaffirmé son engagement dans son rôle de princesse Margaret, en tant que personne qui voulait faire partie de la famille royale. Elle a clairement affirmé que le devoir prime sur tout et que les désirs personnels doivent passer au second plan. Princesse Margaret a été élevée pour être une princesse et une princesse active. C'est beaucoup à sacrifier. D'autres membres de la famille royale en ont également subi les conséquences. C'est toujours le cas. La décision de Margaret de ne pas épouser Townsend, de rester célibataire, a enlevé de la pression à Élisabeth. Elle a fait ce que tout le monde attendait d'elle. Autrefois, elle était celle qui enfreignait les règles et désobéissait. Mais maintenant, elle incarnait le rôle d'Élisabeth, et ce, pour préserver la monarchie et protéger la réputation de sa sœur. Margaret avait pris la décision que c'était aux côtés de sa sœur et non de Townsend qu'elle voulait être. Et 1 an plus tard, en novembre 1956, lorsque la reine Élisabeth a ouvert le Parlement, c'est exactement là qu'elle se trouvait. Philippe était absent et Élisabeth était accompagnée de Margaret. Et cela a envoyé un message très puissant, ce moment vraiment important du monarque où vous êtes à l'ouverture officielle du Parlement. Élisabeth dit très clairement à tout le monde que malgré l'affaire Townsend, sa relation avec Margaret reste exactement la même. Les 2 sœurs avaient fait passer leur devoir avant tout. Il y a toujours cette idée que la relation avec Townsend a causé une sorte de rupture. Un ancien secrétaire particulier de la reine m'a confié que, du point de vue officiel de la reine, elle aurait souhaité que l'affaire soit réglée rapidement, quelle qu'en soit l'issue. Mais cela n'a pas causé de rupture, pour autant que je sache, entre les 2 sœurs. Mais c'était une leçon pour elles deux. Maintenant qu'Élisabeth était reine, cela allait affecter leur vie. Rien de ce que faisait Margaret n'était plus privé désormais. Après l'affaire Townsend, la fin des années 50 a vu la reine Élisabeth enchaîner les engagements officiels, les tournées et les réceptions protocolaires, alors qu'elle commençait à prendre ses marques en tant que reine, parfois avec Margaret à ses côtés. Quant à la princesse Margaret, elle avait plus de liberté, du temps pour plus que les simples devoirs royaux, et les journaux l'adoraient pour cela. Elles étaient remplies d'histoires de ses fêtes et soirées avec des amis à la mode. Mais malgré la vie glamour de sa sœur, Élisabeth était inquiète. Margaret était toujours célibataire. Je crois qu'Élisabeth avait cette crainte que si Margaret ne se mariait pas, il pourrait être trop tard ou que les hommes épouseraient quelqu'un d'autre. L'affaire Townsend avait laissé sa trace. Mais qui Margaret devait-elle épouser? À ce moment-là, elle avait presque 30 ans. Elle devait trouver quelqu'un. Quand il s'agissait de prétendants potentiels, la presse spéculait énormément sur qui la princesse Margaret épouserait, Sonny Blandford, marquis de Blandford et héritier du duc de Marlborough.
ou Johnny Dalkeith, comte de Dalkeith et héritier du duc de Buccleuch, l'un de ces mariages aristocratiques très prestigieux. Mais ce n'était pas un prince, un duc ou un comte qui a attiré l'attention de Margaret. C'était un beau photographe et designer mondain. Et il s'appelait Tony Armstrong Jones. Au début, leur relation était secrète, même pour sa sœur. Il est tout ce qui va à l'encontre du protocole royal. Il est extrêmement joyeux, c'est un bohème. Il aurait eu, selon les rumeurs, des relations avec des hommes et des femmes à ce stade. C'est un peu un don Juan. Il est très apprécié par ses amis. Et il mène une vie un peu sordide en marge de la bonne société. Il est vraiment typique des années 60. Et c'est une démarche très courageuse de la part de la princesse Margaret. La dernière relation de Margaret a presque provoqué une crise constitutionnelle. Comment le monde réagirait-il à son nouvel amant? Et surtout, est-ce que sa sœur approuverait? Après le scandale de sa dernière liaison, Margaret espérait que sa sœur approuverait Anthony Armstrong Jones. Il était un choix peu conventionnel, voire choquant pour une princesse, mais il n'était pas divorcé. Et Élisabeth savait que son gouvernement ne pouvait pas s'y opposer. Par-dessus tout, elle pouvait voir qu'il rendait sa sœur heureuse. Désespérée de voir Margaret se stabiliser, Élisabeth a encouragé cette relation. Elle a même demandé à Tony de redessiner un bâtiment à Sandringham. Et quand Tony a livré le design, c'était l'occasion parfaite de demander la permission d'épouser sa sœur. La princesse a dit « Pouvez-vous imaginer ce que le valet de pied a dû penser ?» La reine avait en effet appuyé sur le bouton pour appeler son page et dit « Veuillez demander à M. Armstrong Jones d'apporter sa maquette. » Alors il est entré. Margaret et la reine-mère étaient présentes et les portes se sont refermées. Soudain, éclat de rire et acclamations. Car la reine a dit « Oui, bien sûr que vous pouvez vous marier. » Qu'a bien pu penser le valet de pied de M. Armstrong Jones, qui n'apportait que sa maquette? Je pense qu'Élisabeth et la famille royale étaient vraiment assez satisfaits de Tony. Ils avaient l'impression que toute leur culpabilité liée à l'affaire Townsend pouvait être apaisée. Voici l'homme numéro 1, l'homme idéal, envoyant clairement le message que la bonne décision avait été prise concernant Townsend. Élisabeth était heureuse pour sa sœur. Et Margaret et son nouveau mari sont rapidement devenus les vedettes de la ville. La princesse Margaret et Tony Armstrong Jones, qui devint plus tard comte de Snowdon, formaient bien sûr le couple en or de la famille royale. Ils incarnaient tout le glamour attendu de la royauté. Une princesse d'une beauté exceptionnelle au sommet de sa popularité. Tout ce qu'ils faisaient faisait la une, et tout le monde voulait partager leur univers. En 1964, Margaret et Tony avaient 2 enfants. Aux yeux du monde, ils étaient la famille modèle parfaite. Mais Margaret était toujours une princesse active, avec un travail à accomplir. Elle, comme sa sœur, avait besoin d'un mari capable de faire face aux pressions des obligations royales. Élisabeth avait fait un bon choix. Une des choses intéressantes à propos de la reine en choisissant le prince Philippe, c'est qu'elle a, en un sens, choisi quelqu'un à sa hauteur. Leur relation est très équilibrée. Le mariage de la reine a été évidemment incroyablement fort et solide. Ils sont comme 2 grands chênes côte à côte. Mais après 2 ans, il devenait évident que Tony n'était pas prêt à suivre sa femme partout. Il avait vraiment envie de faire quelque chose. Il ne voulait pas être, pour le reste de sa vie, Monsieur Princesse Margaret. Il ne voulait pas inaugurer des hôpitaux, visiter des usines, assister à des premières de films. Ce n'était pas du tout ce qu'il souhaitait. Et c'était la reine et la princesse Margaret qui ont dit « Pour l'amour du ciel, retournez au travail ». Mais malgré cette concession, le mariage a commencé à battre de l'aile. La relation entre Snowdon et Margaret était très passionnée. Mais c'est rapidement devenu toxique et il l'a très maltraitée.
Il avait beaucoup d'aventures et il ne les gardait pas secrètes. Et même quand il était avec Margaret, il était vraiment, vraiment méchant avec elle. Il avait l'habitude de laisser ces petits mots vraiment désagréables partout dans la maison. Une cruauté méchante et soigneusement calculée. En privé, le mariage allait de mal en pis. Mais Margaret et Snowdon essayaient de le cacher à sa sœur. La reine pensait probablement qu'il s'agissait de simples disputes et désaccords normaux dans un mariage. Ce n'était pas comparable au fait que Snowdon voulait clairement quitter le mariage, ce qui rendait la relation assez toxique. Elle conseillerait simplement à Margaret de continuer à essayer, car c'est ce qu'elle répète toujours. Non, 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 s'il te plaît, pas de divorce, fais un effort, et c'est encore pendant 2 ans, laisse-lui du temps. Mais la reine n'aurait jamais eu la moindre idée de combien c'était vicieux et méchant. La reine a supposé que c'était sa sœur qui faisait des siennes. Quand elles étaient enfants, Margaret était exigeante et aimait être au centre de l'attention. La reine et la reine-mère étaient très attachées à Tony. On peut voir un lien qui nous ramène à la princesse coquine, la manipulatrice, la farceuse. Margaret qui voulait tout à sa façon. Il y avait un sentiment au sein de la famille, injustement, que tout cela était la faute de Margaret. Élisabeth n'a pas réalisé la profondeur du malheur de Margaret. Lorsque la princesse Margaret traversait une période difficile, la reine essayait de la faire sourire. Plutôt que de dire « Oh, ma pauvre chérie » et de la prendre dans ses bras, elle plaisantait en lançant « Allez, Margaret, tu ne peux pas sauter par la fenêtre, tu es au rez-de-chaussée. » Margaret avait souvent compté sur sa sœur, mais maintenant, elle était isolée à la fois de sa sœur et de son mari. Elle était désespérée de s'échapper. Et quand ses amis lui ont offert une maison sur l'île de Moustique, elle avait l'endroit parfait où s'échapper. Moustique est devenu un symbole de liberté loin de la vie publique. C'était son genre de refuge, quelque part où elle pourrait échapper à toute cette attention et couverture médiatique malsaine qu'elle en était venue à détester. Sur cette île, c'est à la fois une opportunité et une échappatoire. Cela lui permet d'être pleinement royale, d'exercer son autorité totale et de façonner ses circonstances comme elle le souhaite. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Alors qu'Élisabeth régnait à la maison, Moustique était l'empire de Margaret. Mais peu à peu, son évasion s'est transformée en quelque chose de plus. Moustique est devenue son île pour faire la fête. Elle s'amusait à nouveau. Mais très vite, les tabloïds l'ont saisie. C'était un mauvais moment pour qu'un mariage royal semble battre de l'aile. Un mauvais moment pour être photographié en train de s'amuser sur une plage. C'était les années 70. Et la Grande-Bretagne était en difficulté. Il y a de la pauvreté, des coupures de courant, de la misère, des grèves nationales. Et puis, des images en première page des journaux à sensation montrant la princesse Margaret s'amusant sur les plages de Moustique. Le choc, l'horreur. Mais si Margaret pensait que tout ce tapage se calmerait, elle se trompait. Son comportement a même suscité des questions au Parlement. Des demandes ont été faites pour supprimer son allocation afin de réduire le coût de la monarchie. La reine a refusé. Mais quelque chose d'autre allait mettre à l'épreuve la loyauté de la reine envers sa petite sœur. Rejetée par son mari, Margaret avait pris un nouvel amant, Roddy Llewellyn, 17 ans son cadet. Une fois de plus, la vie amoureuse de la princesse Margaret faisait la une des journaux. Quand c'est devenu public, il y a eu énormément de critiques à ce sujet. La princesse Margaret s'implique avec un homme 17 ans plus jeune, son toy boy. Au Parlement, elle a été traitée de femme entretenue et de traînée. La reine n'était pas contente et a dit des choses comme « Que allons-nous faire de la vie de caniveau de ma sœur ?»
Et il y avait même des discussions au 10 Downing Street. Devrait-elle être retirée de la liste civile? Je ne pense pas que la reine était très emballée par cette idée. Mais Mame Elisabeth trouvait que sa sœur était allée trop loin. Son style de vie menaçait la réputation de la famille royale. Elle décida que c'en était assez. Le palais a publié un communiqué. Le mariage de Margaret et Snowdon allait prendre fin. Les sœurs avaient été élevées à considérer le divorce comme une catastrophe pour la famille royale. Et maintenant, le pire était arrivé. La reine espérait que cela y mettrait un terme. Mais la presse ne laissait pas Margaret tranquille. On peut parler d'un certain double standard. Si ça avait été un homme plus âgé avec une femme plus jeune, il aurait fait la une des journaux et peut-être même aurait été célébré pour sa virilité. Mais c'était une femme plus âgée, et donc la presse à l'époque l'a en quelque sorte réprimandée pour son manque de moralité. Peu de personnes ont autant souffert que vous des articles de presse sauvages, inexacts et irresponsables, surtout à l'étranger. Parvenez-vous à en rire ou les trouvez-vous surtout agaçants? Je les trouve extrêmement agaçants. Depuis l'âge de 17 ans, j'ai été mal rapportée et mal représentée. Cela ne vaut vraiment pas la peine de démentir, car ils se trompent presque toujours. Pendant des décennies, la presse avait été obsédée par la vie privée de Margaret. Et cela avait souvent créé des tensions entre elle et sa sœur. Maintenant, alors qu'elle entrait dans la cinquantaine, Margaret avait un choix difficile à faire. Choisirait-elle le bonheur dans sa vie privée ou y renoncerait-elle à nouveau pour sa sœur et la couronne? En 1980, Margaret a eu 50 ans et Elisabeth en avait 54. Margaret était divorcée et en moins d'1 an, elle s'est séparée de Roddy. Apparemment incapable d'avoir une vie privée sans nuire à sa sœur, elle s'est résignée à rester célibataire. Les efforts de Margaret pour soutenir la monarchie, sa conscience du devoir, son renoncement à Townshend, ainsi que sa tentative de rester dans ce mariage toxique et difficile avec Snowdon, ne sont pas toujours reconnus ni soutenus. On ne dit pas toujours « Margaret a tant sacrifié ». On l'aperçoit souvent comme égoïste, mais ce n'était pas le cas. Elle a tout fait pour soutenir la monarchie, et dès son plus jeune âge, s'est presque condamnée à n'être que la femme qui épaulait la reine, se consacrant principalement à elle et à ses enfants pour le reste de sa vie. Elle se replie au sein de la famille royale au sens large. On la voit essentiellement dire assez en matière de sensationnalisme, assez de commérage, assez de scandale. À partir de maintenant, Margaret se tiendrait aux côtés de sa sœur, comme avant. Malgré ses fêtes, son tabagisme, son alcool et ses drames, Margaret avait un profond respect pour l'institution monarchique et pour sa sœur, qui la dirigeait en tant que reine. Durant les années 80 et 90, Margaret s'est investie à fond dans ses fonctions royales, soutenant sa sœur dans un cycle interminable d'obligations. L'engagement de la princesse Margaret envers ses fonctions officielles était total. Elle disait ne jamais vouloir être simplement un nom sur un en-tête. Cela n'aurait eu aucun sens. L'occasion où je les ai vus ensemble était un événement au palais de Kensington. Il y avait un long escalier et j'étais en haut pour les accueillir. Et en avançant, elles semblaient deux sœurs en parfaite harmonie, partageant leur compagnie, bavardant et riant ensemble. Ce qui était intéressant, c'est qu'elles se sont ensuite séparées et ont travaillé la salle de différentes manières. Mais il était très clair que la princesse Margaret surveillait la reine, car elles ont terminé leur réplique exactement au même moment, et ont donc pu partir exactement au même moment, sans que l'un attende l'autre. Les sœurs avaient été élevées à croire en leur devoir envers la couronne. Et finalement, pour Margaret,
Cela signifiait le devoir envers sa sœur. La princesse Margaret a assisté à 200 événements pendant mon mandat, rencontrant à chacun environ 50 personnes. Cela fait 10 000 inconnus avec qui elle a engagé la conversation. Et après un moment, je me suis dit, elle ne peut pas vraiment aimer ça, ça ne peut pas être agréable. Et l'on se demande pourquoi elle aurait fait cela, si ce n'était par sens du devoir envers la reine. Lorsque la reine avait la fin de la soixantaine, elle a dû endurer la rupture très publique des mariages de ses enfants. Et Margaret était là pour elle. Les sœurs se sont rapprochées quand tout a commencé à aller très mal pour la reine, dans ces années très traumatisantes des années 90. Diana avait toujours été très proche de Margot. Elle adorait Margot. Pour commencer, elle et Diana s'entendaient extrêmement bien. Il y a eu une occasion où Diana avait un jacuzzi, un jacuzzi, comme l'a dit la princesse Margaret. Jacuzzi. Et Diana a voulu qu'elle le voie, et la princesse a trouvé ça tellement génial qu'elle a voulu un jacuzzi aussi. Elles étaient très proches l'une de l'autre, jusqu'à ce que tout commence à mal tourner entre Diana et Charles. Quand elle a vu que le comportement de Diana nuisait à la réputation de la monarchie, elle était en colère car la monarchie était sa sœur. Margaret pensait que Diana ne faisait pas ce qu'il fallait. Qu'elle pensait que c'était irrespectueux envers la reine, envers l'idée de monarchie. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu la coupure. Si elle estimait que vous laissiez tomber la reine, que vous lui manquiez de respect, que vous la trahissiez, c'était fini. Elle était toujours là et elle essayait d'aider sa sœur à voir à quel point la vie était difficile pour ses enfants. Et comment parfois il valait mieux simplement dire « Bon, oublie et laisse-les faire, laisse-les divorcer, laisse-les se séparer. » Et c'est vraiment juste le cours de la vie, et ce n'est pas parce que vous êtes de sang royal que ça ne peut pas vous arriver. Avec l'âge, la santé de Margaret se détériora, et c'est encore sa grande sœur qui prit soin d'elle. Nous savons qu'à mesure que la santé de la princesse Margaret se dégradait, la reine demanda à son attaché de presse de contacter les rédacteurs en chef et journalistes du Royaume-Uni pour calmer l'intérêt médiatique pour sa sœur. Le 9 février 2002, Margaret est morte dans un hôpital à Londres. Elle avait 71 ans. Élisabeth avait perdu sa sœur et sa meilleure amie. La perte de Margaret a été vraiment catastrophique pour la reine. C'était très, très douloureux. La reine avait bien remarqué que la santé de Margaret avait été mise à rude épreuve parce qu'il lui avait été refusé émotionnellement. C'est un endroit très solitaire, d'être assis sur un trône. Avoir une compagne, une confidente à qui se confier et partager ses secrets, quelqu'un qui vit cette vie avec vous, était, je pense, extrêmement important pour les deux femmes. Même après sa mort, la presse continuait de présenter Margaret comme une fêtarde rebelle et grande fumeuse. Mais la vérité est que sa vie a été largement consacrée au devoir. Au moment de son décès, elle était la marraine de 42 œuvres caritatives, avait effectué presque une centaine de visites officielles à l'étranger et des milliers d'engagements royaux. Par-dessus tout, elle a soutenu Élisabeth, la supportant tout au long de sa vie. Quand on regarde la vie des princesses ensemble, on pourrait dire que Margaret a fini par sacrifier beaucoup de choses. Dans certains cas, elle avait renoncé à quelque chose qu'elle désirait pour maintenir la force de la monarchie et le règne de sa sœur. Margaret n'a pas tout sacrifié pour la couronne par amour de celle-ci, mais par amour pour sa sœur. Son sacrifice n'était pas pour la couronne, mais pour elle. C'était un lien indestructible, difficile à comprendre pour quiconque en dehors de la famille royale.
Leur vie est si unique, si différente, profondément dévouée au devoir et en quelque sorte marquée par le fait qu'elles vivent toujours sous les feux de la rampe. Donc seule Margaret saurait vraiment ce que ça fait. Les funérailles de Margaret ont eu lieu exactement 50 ans après que son père ait été enterré au même endroit. J'ai eu le privilège d'être invité aux funérailles de la princesse à la chapelle Saint-Georges de Windsor. Snowdon et Roddy Llewellyn ont tous deux assisté aux funérailles. Le choix des hommes de Margaret avait tendu leur relation. Mais enfin, Élisabeth pouvait les voir à travers les yeux de sa sœur, et pas seulement en tant que reine. Après la mort de la princesse, la reine a dit à Lady Glenconner, qui avait joué un rôle déterminant dans leur rencontre, « Merci d'avoir présenté Roddy à la princesse Margaret », car c'était une relation importante pour la princesse. 7 semaines après la mort de Margaret, la reine a également perdu sa mère. Lorsque la reine a prononcé son discours public pour remercier le peuple de ses hommages à sa mère, elle a aussi confié en privé qu'elle n'aurait pas pu évoquer sa sœur. Elle n'y serait pas parvenue. Les princesses royales s'étaient soutenues mutuellement tout au long d'une vie de changement. Ensemble, elles avaient affronté des crises publiques, la guerre, des attaques médiatiques et des scandales. Mais malgré leurs nombreux hauts et bas, elles étaient restées les meilleures amies du monde, divisées par l'histoire, mais unies par l'amour.